Depuis la fin de la guerre froide, le monde est officiellement présenté comme un espace dominé par la démocratie, le libre marché et la mondialisation. Mais dans les faits, un ordre international hiérarchisé s'est imposé et structuré autour de quelques grandes puissances, principalement les États-Unis et ses alliés, qui définissent les règles politiques, économiques et financières du jeu mondial. Dans ce système, l'alignement est récompensé, tandis que l'indépendance est sanctionnée. Les pays qui refusent de se plier aux normes imposées, qu'il s'agisse de politique économique, d'alliances militaires ou de choix diplomatiques, deviennent rapidement des problèmes internationaux. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les cas de l'Iran et du Venezuela, deux États régulièrement présentés comme des menaces, des régimes à abattre ou à isoler. Mais au-delà des discours officiels sur la démocratie, les droits humains ou le pétrole, se pose une question plus fondamentale. Et si leur véritable tort était simplement de vouloir décider par eux-mêmes? Pourquoi l'Iran et le Venezuela sont aujourd'hui ciblés? Au-delà du pétrole et des accusations de dictature, on a une perception très simple. Parce que beaucoup de discours dominants présentent les relations entre les États-Unis et leurs alliés d'un côté, et les pays comme l'Iran ou le Venezuela de l'autre comme un simple affrontement entre démocratie et dictature, ou comme une lutte autour du pétrole. Mais le vrai problème est plus profond et stratégique. Il s'agit tout simplement du refus de ces États de s'aligner sur l'ordre impérial occidental ou américain et de leur volonté d'être maîtres de leur destin politique et économique. Le premier problème qui existe entre les États-Unis et les autres pays, disons récalcitrants, qui refusent le système ou l'ordre international, premièrement, c'est l'indépendance politique. Oser dire non à l'ordre occidental. Refuser les dictats. Alors, l'Iran et le Venezuela ne se conforment pas aux demandes politiques ou géostratégiques des puissances occidentales. L'Iran, par exemple, depuis la révolution de 1979, a choisi un système politique et une diplomatie orientée vers l'autonomie stratégique, sans accepter l'ingérence dans ses affaires internes ou externes, même si cela lui faut sanctions et isolement. Le Venezuela aussi, sous Hugo Chavez depuis les années 1999, puis Nicolas Maduro après, qui vient d'être kidnappé par les États-Unis, a cherché à mettre en œuvre des politiques indépendantes de Washington, notamment en forgeant des alliances alternatives en Amérique latine et en Afrique. Donc pour les puissances occidentales, un pays qui refuse de suivre leur ligne peut être perçu comme un défi direct à leur leadership mondial. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est l'indépendance économique. Avoir un contrôle national de ses ressources. Parce que le pétrole est stratégique, mais pas seulement. Il est vrai que le pétrole est un enjeu central. Le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières au monde. L'Iran, quant à lui, reste un producteur important et stratégique au Moyen-Orient malgré les sanctions. Mais le cœur du problème n'est pas seulement l'accès au pétrole. C'est que ces pays veulent décider eux-mêmes de l'exploitation, des revenus et des partenariats, sans que les multinationales occidentales dictent des conditions. Par exemple, les sanctions américaines contre le Venezuela visent à empêcher l'État vénézuélien d'accéder à son principal levier économique, les revenus pétroliers, afin de le forcer à changer de politique. Mais l'objectif de ces sanctions est de renverser le gouvernement démocratiquement élu du président Nicolas Maduro et de faire échouer la révolution bolivarienne comme mène le peuple vénézuélien. Et pourtant, ces sanctions américaines violent l'un des principaux accords conclus par les gouvernements du monde, la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale en 1948. Et compte tenu de toutes les violations des droits de l'homme et du droit international, cet article explique que l'expert de l'ONU a formulé une recommandation claire à la communauté internationale, que la Cour pénale internationale enquête sur les sanctions économiques imposées au Venezuela comme pouvant constituer des crimes contre l'humanité au sens de l'article 7
du statut de Rome. De même, des sanctions ciblant des tanks transporteurs du pétrole iranien montrent que la pression ne porte pas seulement sur les gouvernements, mais aussi sur les mécanismes permettant à ces pays d'exporter. Le troisième problème, c'est l'autosuffisance financière. Un régime du système dominé par le dollar et les institutions occidentales, que ce soit le FMI, la Banque mondiale ou autres. Les sanctions ont été toujours utilisées comme outil de domination. Les sanctions économiques sont devenues une arme majeure de la politique étrangère des États-Unis et de leurs alliés depuis des années. Ils ont utilisé ces sanctions comme moyen de pression, comme moyen de déstabilisation, parce qu'ils visent à isoler économiquement ces pays. Ces sanctions limitent leur accès aux marchés financiers occidentaux, mais aussi elles cherchent à couper leurs revenus essentiels. Cela crée une dépendance forcée au système financier contrôlé par l'Occident, le dollar, l'accès au crédit, système bancaire international, le SWIFT, ou bien pousse ces pays à chercher des alternatives, par exemple via des alliances économiques avec la Chine ou la Russie. Cette dynamique montre que l'âge dépasse le pétrole. Il s'agit de qui impose les règles du commerce international et à qui elles profitent. Un régime qualifié de dictature. À chaque fois, on vous dit que oui, ce pays est un pays qui ne respecte pas les droits humains, est un pays qui impose la dictature, etc. Et n'est pas un pays démocrate. Donc la rhétorique de la démocratie. Alors que les gouvernements occidentaux utilisent souvent l'argument de la démocratie pour justifier leur position. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. L'accusation de dictature est mise en avant pour légitimer des sanctions ou des pressions, ou même légitimer une intervention militaire. Ce qu'on avait vu en Irak, mais aussi en Libye. Mais cette rhétorique masque souvent des intérêts géopolitiques et économiques plus larges, surtout lorsqu'il s'agit de pays qui refusent de s'aligner. Par exemple, dans cet article publié sur Counterpunch, le 20 juillet 2025, surnommé Pourquoi Washington cible l'Iran et le Venezuela, l'empire énergétique et idéologique. Il a dit ceci ici. La révolution bolivarienne au Venezuela et la révolution islamique en Iran étaient toutes deux par nécessité anti-impérialiste. C'est pour cette raison politique, plus fort que pour des raisons économiques, qu'elles se sont attirées l'hostie de Washington. À l'inverse, la relation politique iranio-vénézuélienne repose sur un soutien mutuel face à l'agression américaine et un engagement en faveur de la souveraineté et de la non-ingérence. Donc, c'est clair. L'histoire montre d'ailleurs que cette logique a été utilisée bien au-delà de ces seuls cas. Des interventions politiques ou militaires ont fréquemment été justifiées par la défense de la démocratie alors qu'elles servaient avant tout à maintenir des zones d'influence. Voir par exemple l'opération Ajax en Iran en 1953 contre le Premier ministre Mossadegh. Opération Ajax, voici comment l'Iran a perdu sa démocratie. Nous sommes en 1951. L'Iran nationalise son pétrole. Mossadegh, élu démocratiquement, dit stop à l'exploitation britannique. Le message est clair. Les ressources de l'Iran appartiennent aux Iraniens, pas aux étrangers. Le geste est audacieux, mais cela va déclencher une tempête. En coulisses, Londres panique, Washington aussi. Ensemble, la CIA américaine et le MI6 britannique montent une opération secrète, l'opération Ajax. Leur but, renverser Mossadegh et remettre sur le trône un roi docile et favorable aux intérêts occidentaux. Ce n'est donc pas une simple guerre politique, c'est un coup d'État déguisé. Pour le faire tomber, la CIA paye des foules pour créer de fausses émeutes, finance des journaux pour salir son image et achète des politiciens. Le chaos s'installe, puis la dictature. Août 1953, Mossadegh est arrêté. La démocratie iranienne s'éteint. Un roi prend le pouvoir avec le soutien total des États-Unis. Il gouverne d'une main de fer pendant 25 ans, imposant la terreur avec l'aide de la police secrète, la SAVAK. L'Occident savoure en silence sa victoire. L'Iran, lui, plonge dans l'obscurité.
Le peuple ne pardonne pas cette trahison. En 1979, la révolution islamique éclate. Le roi tombe et les États-Unis deviennent l'ennemi numéro 1. Pendant des décennies, Washington reste muet. Puis en 2013, la CIA fait enfin tomber le masque. L'opération Ajas a bel et bien eu lieu et elle a tué la démocratie iranienne. Quand un pays ose réclamer sa souveraineté, les puissants réagissent. L'histoire de l'Iran n'est pas unique. C'est un avertissement. Là où il y a du pétrole, la démocratie gêne. Un précédent historique classique de l'impérialisme pétrolier américain, britannique, etc. Donc le crime réel, c'est de donner un exemple qui inspire. Aujourd'hui, si le Venezuela échappe au contrôle des États-Unis, si l'Iran parvient à se redynamiser, à se relever, malgré les sanctions des États-Unis, cela deviendrait un modèle à suivre. Un modèle qui remet en question l'ordre établi. Ce qui inquiète vraiment les puissances impériales. Ce qui les inquiète vraiment, c'est un pays qui dit non, qui ne se plie pas aux pressions politiques ou militaires. Un pays qui garde le contrôle de ses ressources, qui refuse la prédation ou l'exploitation par des multinationales étrangères. Un pays qui cherche des alliances alternatives, qui développe des relations avec d'autres puissances non alignées, par exemple le BRICS, la Chine, la Russie, etc., pour contourner la domination économique occidentale. Un exemple indépendant devient une source d'inspiration pour d'autres mouvements ou États. Et l'impérialisme, par définition, ne tolère pas que l'ordre qu'il veut imposer soit remis en question. Donc, pour finir cette vidéo, retenons que les États-Unis et leurs alliés ne ciblent pas simplement le pétrole ou la dictature en Iran ou au Venezuela, ou nulle part ailleurs. Le vrai enjeu est politique, économique et systémique. Ces pays représentent un modèle d'indépendance, de souveraineté et de résistance à un ordre mondial dominé par certains centres de pouvoir. Ils montrent qu'un État peut dire non, chercher des alternatives financières et stratégiques et tenter de vivre en dehors des dictats impériaux. Et c'est précisément cette capacité à inspirer d'autres pays qui est perçue comme une menace par les puissances dominantes.